Chantal Paoli-Texier, fondatrice, présidente d'AJC à Morpa, AJC contre la violence morale intrafamiliale et le stalking. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, dès demain, vous allez participer à l'opération du ministère des droits des femmes le 8 mars. C'est toute l'année, 365 jours d'action. L'idée, justement, c'est de mobiliser tout au long de l'année et plus uniquement une seule journée. Exactement. Est-ce que ça peut être efficace alors? On espère, parce que c'est vrai que ne dédier qu'une journée aux droits des femmes, c'est un peu dommage. Et montrer, le message fort, c'est quand même montrer que toute l'année, c'est l'année de l'égalité et l'année de la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc oui, je trouve que c'est intéressant. C'est une bonne initiative et j'espère que ça va marcher. Et vous allez vous engager de quelle manière? Alors nous nous quel engageons jour avez-vous prévu de vous engager? De deux manières. D'abord par l'intermédiaire de notre parrain qui va dédier une journée de son activité théâtrale ou cinématographique. Donc Sam Karman, votre voilà, parrain, Sam Karman. acteur, réalisateur. Je ne sais pas encore à la journée de l'égalité, du droit des femmes, la lutte contre les violences conjugales et par ricochet à notre association. Et puis nous, de notre côté, nous avons lancé l'idée d'une exposition événement dont la date a été, elle a été contrariée parce qu'on avait choisi la date anniversaire de l'association, mais malheureusement elle était déjà occupée. Mais c'est pas très grave. Ça sera le 3 novembre. L'ouverture sera le 3 novembre. On espère que cette exposition, on pourra quand même la maintenir au moins une semaine et non pas rien qu'une journée. Mais en tout cas, il y aura une journée particulière qui sera dédiée aux droits des femmes, à l'égalité des femmes. 8 mars 2013, 8 mars 2014, 365 voilà. actions. Exactement. Qui seront menées, c'est sous l'impulsion du gouvernement, du ministère des droits des femmes, de la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem. Concrètement, tout de même, on a le sentiment que c'est une belle opération de communication. Est-ce que ça va servir véritablement aussi à des victimes peut-être pour qu'elles se manifestent? Parce que je parle d'opération de communication, il y a aussi un site internet qui va avec. Ouais. Donc c'est très très bien. Voilà, je pense que oui, parce que mais est-ce que ça sert? Est-ce que c'est utile pour ces victimes qui n'osent pas en parler? Moi, je pense qu'on ne parle pas suffisamment de la problématique. Par exemple, de ce qui nous concerne nous en tant qu'association, c'est la lutte contre les violences conjugales, et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Par exemple, les campagnes qui sont faites pour la lutte, elles ne sont diffusées que très très peu autour du 8 mars, et puis c'est tout. Et je trouve que c'est regrettable, parce que c'est toute l'année qu'il faut lutter contre ces violences, mais c'est toute l'année aussi qu'il faut lutter pour l'égalité des femmes et des hommes et pour la parité. Donc ça ne va pas banaliser je pense la journée internationale des droits des femmes? Franchement, je pense pas. Je pense que, encore une fois, le 8 mars, c'est une date intéressante, c'est comme un anniversaire, oui, j'entends bien que ça permet aux médias de se focaliser sur cette période-là, mais moi je trouve ça dommage, parce que nous, on est là à pied d'œuvre tous les jours, 365 jours. Après, les médias vont peut-être pas tous les jours couvrir l'ensemble des manifestations. Peut-être pas, mais ça fait rien, ça sera ponctuel, et je pense que l'idée, c'est qu'on dise... c'est que le message passe que, il faut tous les jours y penser, en tout cas. Le 8 mars, c'est toute l'année. L'opération sera lancée demain soir au Palais des Congrès de la Cité des Sciences à Paris. Sur le plan législatif, c'est l'autre volet, au-delà de l'aspect communication, événements qui sont organisés. En mai prochain, à l'Assemblée, dans une loi cadre sur le droit des femmes. Elle regroupera plusieurs axes de travail, tels que les questions d'égalité professionnelle, du statut des femmes étrangères installées sur le territoire français aussi, oui, et lutte et violence. Et puis la question de la parité qui sera bien évidemment abordée dans cette loi cadre. Vous en attendez quoi ? Nous, on en attend une application déjà de la loi du 9 juillet, c'est-à-dire une réponse à certaines parties de la loi du 9 juillet 2010 qui n'avaient pas été prises en compte, comme par exemple les formations des professionnels. Le droit des femmes s'intéresse beaucoup à ce sujet-là, donc on espère que ça va être abordé. En même temps, la loi cadre... je crois que voilà, il faut pas non plus trop de lois. Enfin, moi, je suis pas non plus pour démultiplier les lois, parce qu'après on en subit les conséquences. Ceci dit, le cadre législatif actuel est plein de trous dans lesquels s'engouffrent les auteurs de violences morales. Et c'est vrai que je pense qu'il faut réfléchir à ça. Et qu'il y a peut-être des solutions à apporter. Nous, en tout cas, on en a apporté dans notre livre, dans le livre qui sort demain.
Très belle transition. La violence morale au quotidien, des mots sans bleu, des mots qui tuent. Oui, tout à fait. C'est le titre de votre ouvrage, Exactement. publié avec AJC, votre association. Oui, c'est l'éditeur Guy Trédaniel, les sous-éditions J. Lyon ou Lyon, je ne sais pas comment ça se dit en fait. Et cet ouvrage qui est vraiment exhaustif, qui revisite toute la violence morale, tous les aspects de la violence morale, à tous les niveaux, y compris sociologique presque, même si nous ne sommes pas des sociologues, fait la part belle surtout à l'aspect psychologique, la prise en charge et la partie juridique très importante, c'est la partie la plus lourde de l'ouvrage. C'est le travail que vous menez au quotidien dans les locaux de votre association à Morpart. Donc nous avons eu un regard critique que nous avons développé sur tout ce chapitre qui est le chapitre le plus long. Et ensuite, nous avons fait des préconisations à la fin du livre et nous espérons fortement que ces préconisations seront prises en compte par nos politiques. Vous intervenez sur le domaine des violences morales, domaine qui concerne le couple. C'est souvent dans ce domaine-là que ça s'exprime le plus souvent. On voit des images de vos locaux, justement. On peut peut-être rappeler combien de personnes vous accueillez, le travail que vous menez quotidiennement. Alors, c'est difficile d'évaluer le nombre de personnes qu'on accueille parce qu'entre les permanences, les mails, les permanences téléphoniques, les mails et puis les entretiens, les chiffres ne me viennent pas là, mais cette année, c'est vrai qu'on a battu tous les records en 2012, enfin, pas en 2013, mais en 2012, on a battu tous les records. Qu'est-ce qu'il explique ? Je pense qu'on en parle beaucoup plus. La parole se libère, les victimes... Voilà, les médias en parlent, les médias analysent, et du coup, la parole se libère. Et du coup, les victimes viennent nous voir. Par contre, le phénomène que nous enregistrons, c'est pas tant la quantité, c'est la lourdeur des dossiers que nous accompagnons actuellement. C'est vrai qu'on se retrouve face à des difficultés juridiques comme on n'en avait encore jamais rencontré. Et le plus difficile pour une victime, c'est de savoir surtout à quel moment parler de harcèlement moral, comment le détecter. On va continuer à échanger avec vous, à parler de votre ouvrage également, donc à paraître dès demain. On va revoir la couverture, la violence morale au quotidien, des mots sans bleu, des mots qui tuent. Auparavant, micro-trottoir, quand parler de harcèlement moral? Nous sommes allés vous poser la question, comment déceler, à partir de quel moment on bascule dans la violence? Je pense qu'il n'y a pas un harcèlement moral. Je pense que chaque situation est unique. Après, c'est à gérer au cas par cas. À partir du moment où on ne dit pas bonjour, tout simplement. À partir du moment où on rentre dans quelque part, on ne dit pas bonjour, c'est ignoré, ça commence à être du harcèlement. Je parle bien sûr dans le milieu professionnel, entre autres, quoi. À partir du moment où il y a du chantage, qu'on demande quelque chose en échange d'autre chose. Ça commence quand ça devient pesant pour la personne qui est harcelée. C'est là que ça commence. Alors, les moyens, ils peuvent être tellement multiples et divers. Les paroles, des paroles terribles. Même, c'est pas des injures, ce sont des paroles qui vous rendent la vie impossible. Pour moi, c'est quelque chose d'impensable. Mais bon, malheureusement, ça arrive. On sent que les gens sont effectivement sensibilisés sur ces différentes questions. On parle de paroles, mais quelles sont ces paroles? Quels sont les mots qui font on parle de violence, les mots qui tuent justement. Oui. Les mots qui tuent, oui, mais la parole, c'est l'outil majeur de tous les auteurs de violence morale. C'est leur façon de jouer avec les mots. Alors, effectivement, ça peut être des insultes, ça peut être des menaces, mais c'est pas que ça. C'est pas forcément aussi clair que ça. Ah non, du tout. C'est plutôt la double injonction, c'est plutôt la double contrainte, c'est plutôt très, très insidieux et très, j'allais dire furtif, c'est le mot qui me vient à l'esprit, mais c'est ça, en fin de compte, c'est subliminal. Voilà. Ça crée une espèce d'hypnose et d'état de sidération chez la victime. Et comment la victime peut le détecter alors? C'est difficile son instinct, à détecter. Son intuition, à un moment elle se dit ça va trop loin. Voilà. Moi je dirais que si on était mieux connecté à notre cerveau reptilien et donc à notre instinct, on entendrait les petits signaux d'alarme parce que toutes les victimes nous disent qu'elles ont entendu des signaux d'alarme mais qu'elles n'ont pas voulu y prêter attention parce qu'elles étaient dans une période de fascination, d'amour, enfin en majuscule, ce qu'elles prenaient pour de l'amour, parce qu'elles avaient l'impression d'avoir rencontré le prince charmant. Or, le prince charmant n'existe pas.
Soyons clairs. C'est pas une révélation ce soir, mais c'est bien de le rappeler. Mais je pense qu'on ne le dira jamais assez, parce que les jeunes filles continuent quand même à rêver à ça, et les jeunes gens aussi d'ailleurs, parce que c'est pareil, les princesses n'existent pas non plus. Hein. C'est la journée internationale des droits des femmes, mais soyons quand même soyons équitables. clairs, voilà, équitable, la parité, les auteurs de violences morales sont autant des hommes que des femmes. Oui, et ça on en parle moins, mais c'est une réalité. Oui, hein, voilà. tout à fait. Aux mêmes proportions d'ailleurs? Alors là, on ne peut pas donner de proportions, parce que si on se fie à notre association qui accueillons autant hommes, femmes qu'enfants, adolescents, ça fait 20% pour 2012. C'est vrai que nos chiffres ont augmenté. Jusqu'à présent, ça a toujours été 10%. Là, brusquement, on est passé à 20%. Ça veut dire peut-être que les hommes, justement, prennent plus conscience et puis font plus de démarches. Mais c'est vrai que les hommes ont les hommes victimes, attention, hein, les hommes victimes ont beaucoup plus de difficultés à faire des démarches et à parler de... C'est l'amour-propre? C'est difficile? C'est l'amour-propre, c'est une certaine fierté, c'est s'avouer qu'on est victime. Vous savez, la démarche de s'avouer qu'on est victime, autant pour une femme que pour un homme, elle est très très compliquée. Elle est difficile parce que ça ne leur correspond pas. C'est vrai que ça ne correspond qu'à un temps de leur vie. C'est-à-dire quand on leur dit ça, ça les rassure. Mais c'est infinitésimal, quoi. Ça va pas être toute leur vie, ça. Et pour un homme, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à avouer, à s'avouer à soi-même que l'on a été effectivement victime d'une prédatrice. Et de toute cette violence morale, vous en parlez dans l'ouvrage, la violence morale au quotidien, des mots sang bleu, des mots qui tuent. Dans ce livre également, vous donnez des conseils? Oui, vous aidez ces victimes à s'en sortir? Le livre s'adresse autant aux victimes qu'aux professionnels. On a voulu essayer d'être le plus large possible. Donc on donne des conseils effectivement aux victimes, mais on donne aussi des indications aux professionnels pour pouvoir assurer une meilleure prise en charge de la violence morale. Et donc, on a un regard critique aussi sur l'actuelle prise en charge de la violence morale. Parce qu'on a encore beaucoup de difficultés à traiter cette violence pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, comme dit Karen Sadlier, qui a assuré la préface de notre ouvrage, la colonne vertébrale de toutes les formes de violence. On a encore beaucoup trop tendance à la considérer comme une violence légère. Et moi, ça me hérisse. Ça ne peut pas être une violence légère. C'est une violence à part entière et qui détruit le fondement même de l'être humain. Donc on peut imaginer ce que ça veut dire quand ça détruit la dignité, la capacité à être, à exister et à agir. Et on vous invite donc à découvrir cet ouvrage. Juste pour conclure, un dernier mot sur votre parrain, peut-être on l'a évoqué tout à l'heure, Sam Kerman, l'acteur de cinéma, de théâtre, de télévision aussi, réalisateur. Il est morpasien, il habite sur la ville de Morpas, là où est basée votre association. Il vous aide au quotidien? Parce qu'on en parle assez peu, vous venez souvent sur ce plateau, on ne parle jamais de votre parrain. Non, il ne peut pas, c'est pas possible. C'est pas possible, non. Son travail de parrain, c'est à l'occasion de pouvoir participer à une manifestation, dédier quelques minutes de son temps, voilà. Bon, ce qu'il accepte très volontiers de faire, mais en même temps, bon, c'est quand même quelqu'un qui travaille beaucoup, énormément. Donc, non, il ne peut pas au quotidien nous accompagner. Par contre, il est tenu au courant de tout ce que nous faisons et de toutes nos avancées. Et quand il peut nous donner un conseil, il n'hésite pas. Et il sera le bienvenu sur ce plateau. La prochaine fois, vous viendrez avec lui. Voilà, l'invitation est lancée. Merci à vous, Chantal Paoli-Texier. Vous serez demain présente à Paris pour le lancement du 8 mars. C'est toute l'année, ministère des Droits des Femmes qui souhaite que chacun s'engage à mener une action chaque jour de l'année. Ce sera en novembre. Pour vous, on aura l'occasion d'en reparler. Tout ça pour en finir avec les violences, les inégalités. Dans un instant, nous parlerons culture sur cette antenne. La page culture. Pour l'instant, nous partons à Plaisir dans le quartier du Valibou, quartier en cours de rénovation pour éviter les tags sur les bâtiments. Une idée originale, le principe des fresques participatives. Les explications de Julie Rochas-Soares et de Guillaume Combs. Impliquer les habitants pour préserver le quartier Valibou de Plaisir. La ville espère mettre fin aux dégradations qui touchent déjà les 239 logements réhabilités il y a un an, selon un concept unique en Île-de-France. Des fresques participatives réalisées sur plusieurs années par Cité Création, spécialiste de l'art mural reconnu dans le monde entier.
Effectivement, on pense avoir trouvé une super idée, qui est une idée de remise en état, en tout cas visuelle, de ce quartier, pour lui redonner une identité par le biais de certains artistes qui ont un grand talent et qui, depuis 35 ans, agissent dans des quartiers, pas uniquement pour mettre des fresques comme ça, histoire de faire joli, mais pour avoir tout un travail de fond avec les habitants du quartier. Ces derniers devront expliquer ce qui caractérise leur quartier pour que la coopérative d'artistes retranscrive ses idées sur les murs, sous la forme de trompe-l'œil, scénettes aux couleurs vives ou personnages emblématiques du quartier. Les modifications des comportements sur ces lieux-là sont très forts dans la mesure où les gens sont fiers, retrouvent de la dignité parce qu'on vient les voir. Si on vient les voir, c'est qu'ils n'habitent pas n'importe où. Et s'ils n'habitent pas n'importe où, c'est qu'ils ne sont pas n'importe qui. Et du coup, on remonte comme ça d'un cran et on se redresse de quelques centimètres. Certains sites deviennent même incontournables, comme le quartier Bel Air de Chartres. On a évidemment cette cathédrale qui est magnifique, que tout le monde connaît, mais le quartier de Bel Air fait aussi partie maintenant des endroits qu'on va visiter parce qu'on a 3500 mètres carrés de fresques qui sont peints. Vous avez la boulangère qui est peinte, la petite fille qui habite du quartier qui est peint sur le mur. Donc tout ça fait partie, si vous voulez, d'une contribution totale des habitants à la réalisation de ce projet et ils se sentent considérés. Des fresques qui développent le tourisme, mais aussi des vocations professionnelles, puisque les jeunes peuvent s'initier au métier porteur de peintre muraliste. À Plaisir, le bailleur social Lopievois a acté le principe de la fresque. Le projet sera défini en conseil d'administration au mois d'avril. Restera ensuite à consulter les 4000 Plaisirois concernés. Il faut donner du temps, il faut les sensibiliser, il faut les montrer aussi le projet, comment on doit faire, qu'est-ce que ça va donner. La première chose, qu'ils vont poser des questions sur le loyer. Aucune augmentation de loyer n'est envisagée. En attendant la concrétisation du projet, la deuxième partie du chantier de réhabilitation du Valibou, qui porte sur 450 logements, devrait être finalisée d'ici fin 2013.